Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le 9e chapitre de BTC de première année qui sera l'avant-dernier chapitre de cette année. Ce chapitre, je vais le traiter en 2 vidéos séparées, en 2 semaines séparées, puisqu'il est assez long et que je ne voudrais pas non plus vous assommer tout de suite. Nous allons donc parler de l'énergétique cellulaire et nous allons nous focaliser sur ce qui se passe bien sûr chez les eucaryotes en nous intéressant de plus près à 2 organites que sont la mitochondrie et le chloroplaste. Que ce soit pour la croissance ou la division cellulaire, mais encore pour les battements cardiaques ou l'activité électrique des neurones, et enfin pour l'utilisation de système immunitaire, ce qui peut être bien utile dans ces temps-ci, la vie nécessite de l'énergie. On peut définir en physique l'énergie comme étant la capacité à effectuer un travail. Mais dans la cellule, en biologie, on va raisonner comme l'énergie, c'est ce qui nous permet de faire des réactions chimiques ou d'accomplir des processus de croissance, de transport ou de division. Les cellules eucaryotes utilisent des membranes spécialisées qui sont enfermées à l'intérieur d'organites de conversion énergétique pour produire une molécule avec laquelle vous êtes certainement déjà familier, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. On dit souvent que l'ATP est une molécule riche en énergie. Mais d'où vient en fait cette richesse en énergie dont on parle si souvent ? Si on observe la structure, on voit que la molécule d'ATP est constituée d'une base azotée, d'un ribose, auquel sont liés 3 phosphates. Et les liaisons qui unissent ces phosphates entre eux et au niveau du ribose sont des liaisons phosphoanhydrides, auxquelles on peut même donner des noms. Et la rupture des liaisons bêta et gamma libère beaucoup d'énergie. Donc on parle de réaction exergonique avec un delta G0' inférieur à 0. Si ces notions-là ne sont pas claires pour vous, je vous renvoie vers vos cours de chimie afin de les maîtriser. La thermodynamique, c'est super important. Donc l'énergie libérée par ces réactions de coupure des molécules d'ATP permet de rendre favorables des réactions qui autrement ne le seraient pas, en termes énergétiques. L'énergie peut aussi servir à créer un gradient de concentration, c'est le cas par exemple avec la pompe NAK-ATPase. Combien faut-il d'énergie pour synthétiser une molécule d'ATP ? À partir d'ADP ou à partir d'AMP et de phosphate inorganique, combien faut-il ? Quelle quantité d'énergie faut-il ? Eh bien, il faut 30,5 kJ par mol. Et cette énergie, elle peut provenir de 2 sources possibles. Soit on utilise l'énergie présente dans les liaisons chimiques des nutriments. Dans ce cas-là, on parle d'oxydation aérobie et c'est ce qui se déroule dans les mitochondries. Donc l'énergie va être issue des glucides et des lipides présents dans notre alimentation qui seront dégradés et convertis. Et il va y avoir, de manière concomitante, oxydation de l'O2 et transformation en CO2 plus H2O. Deuxième voie possible, mais ça nous en sommes incapables, c'est réservé aux plantes et à toutes les espèces qui ont des chloroplastes, c'est d'utiliser l'énergie apportée par la lumière du soleil. Dans ce cas-là, on va parler de photosynthèse et ça se déroule au niveau des chloroplastes. L'énergie radiative de la lumière est captée par des pigments, notamment la chlorophylle, et utilisée pour fabriquer de l'ATP et des glucides. Donc les glucides que fabriquent les végétaux, c'est essentiellement le saccharose et l'amidon. Un point commun intéressant à remarquer entre les mitochondries et les chloroplastes, c'est qu'ils possèdent une grande quantité de membranes internes. Et c'est au niveau de ces membranes internes que vont se dérouler des processus complexes de transport des électrons et de production d'énergie. Que ce soit les mitochondries, les chloroplastes et même les prokaryotes, ils utilisent tous une voie commune pour fabriquer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le couplage chimio-osmotique. Le couplage chimio-osmotique, c'est un enchaînement de réactions chimiques qui permettent de fabriquer de l'ATP, donc d'accrocher schématiquement un ou deux phosphates sur une molécule d'ADP ou d'AMP, donc c'est la partie chimio, avec des processus de transport membranaire. Donc on verra en l'occurrence que c'est essentiellement les H+, les protons qui sont utilisés, et donc cette partie-là renvoie à la partie osmotique. Pour ces processus, il est nécessaire que les êtres vivants aient 3 choses. Il leur faut une source d'énergie, une source d'électrons et une source de carbone. Donc je vais rapidement terminer cette introduction avec un petit point sur les différents types trophiques qui existent. Donc pour ce qui est de la source d'énergie, on va distinguer les organismes qui utilisent la lumière, qui seront appelés phototrophes, des organismes qui utilisent des molécules organiques et qui seront appelés chimiotrophes. La source d'électrons. Les électrons, ils vont transiter entre des molécules pour permettre la synthèse d'ATP. Donc soit pour cette source d'électrons, on utilise une molécule organique, dans ce cas-là, on va parler d'organismes organotrophes, soit on oxyde une molécule minérale, et dans ce cas-là, on parlera de lithotrophes. Et enfin, dernière variable, c'est la source de carbone. Donc, le carbone nous permet de fabriquer nos propres molécules carbonées, nos sucres, nos protéines, etc. Donc soit on utilise du carbone minéral, dans ce cas-là, on va parler de autotrophes, qui se suffit à lui-même, schématiquement, soit on utilise du carbone organique, les hétérotrophes, qui sont donc obligés d'utiliser des molécules de carbone produites par les autotrophes pour fabriquer leurs propres molécules carbonées. Donc en gros, les végétaux sont des photolitho-autotrophes, et par contre, les animaux, donc nous, sommes des chimio-organo-hétérotrophes. Quel sera le plan de secours ? Vous voyez qu'aujourd'hui, nous allons nous limiter uniquement au grand 1 et au grand 2.
le grand 3 et le grand 4, le suspense est complet et ce sera la semaine prochaine. Donc dans le grand 1, nous étudierons la structure des mitochondries et des chloroplastes, et dans le grand 2, nous verrons finalement comment se déroulent les réactions d'oxydation aérobie dans la mitochondrie, donc les réactions de transport d'électrons et le système de pompe à protons, en détaillant chaque étape de manière assez poussée. Nous commençons tout de suite avec le grand 1, structure comparée des mitochondries et des chloroplastes. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à la structure des mitochondries. J'attire votre attention sur cette micrographie d'un fibroblaste qui a été réalisée grâce à des techniques d'utilisation d'anticorps fluorescents. Donc vous voyez les mitochondries qui sont en vert et certaines molécules du cytosquelette, là en l'occurrence des microtubules qui ont été marqués en rouge. Vous voyez que les mitochondries occupent une partie substantielle du volume cytoplasmique des cellules eucaryotes. On estime qu'elles peuvent même occuper jusqu'à 25% de ce volume. Ce sont les plus gros organites, ils ont une taille qui est comparable à celle de la bactérie Escherichia coli. D'ailleurs, je mentionne au passage l'hypothèse symbiotique selon laquelle les mitochondries auraient en fait une origine bactérienne et auraient été englobées par des cellules eucaryotes. Chaque cellule de mammifère contient quelques centaines à quelques milliers de mitochondries et leur activité va être régulée pour faire face aux besoins en énergie. Sans les mitochondries, nos cellules eucaryotes dépendraient de la glycolyse. Or, la glycolyse est une voie qui est très très peu rentable en termes de production d'énergie. Donc là, grâce aux mitochondries, il s'y déroule en fait deux parties très importantes du métabolisme du glucose, c'est ce qu'on appelle le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Mais retenez simplement que grâce aux mitochondries, on arrive à produire 15 fois plus d'énergie qu'avec la seule glycolyse qui se déroule au niveau du cytosol. Même si elles sont assez grosses pour être repérées en microscopie optique, la structure fine des mitochondries ne peut être observée qu'en microscopie électronique. Donc elles mesurent entre 0,5 et 1 micromètre de diamètre, et elles changent souvent de forme. Elles peuvent fusionner ou se scinder suivant les besoins énergétiques cellulaires pour multiplier le nombre de mitochondries et donc faire face à un besoin énergétique plus important. Chaque mitochondrie a pour particularité de posséder une double membrane, donc deux bicouches phospholipidiques. Il y a la membrane externe, qui a pour particularité, elle définit le périmètre externe de la mitochondrie, elle est lisse, et elle a surtout comme particularité, je le disais, de posséder de nombreuses porines, donc des protéines de transport, qui forment de sortes de gros canaux perméables à toutes les molécules plus petites que 5000 Dalton, et remplis d'eau. La membrane interne, quant à elle, n'est pas du tout poreuse, elle est au contraire très imperméable, et elle possède comme particularité de former des replis internes qu'on va mieux voir sur la diapositive d'après, qu'on appelle des crêtes. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Sur la partie B, c'est une vision assez réaliste de l'intérieur d'une mitochondrie réelle, puisqu'elle a été réalisée avec la technologie CAT-scan. Donc c'est une mitochondrie de cerveau de poulet, mais ça n'a peu d'importance, et vous voyez les crêtes en jaune. À gauche, on a une image, un schéma, qui nous permet de bien comprendre la structure de ces crêtes. On peut parfois aussi utiliser le terme invagination. L'intérêt de ces crêtes, c'est bien sûr d'augmenter de manière considérable la surface interne de la mitochondrie. On estime que pour une seule cellule, si on mettait à plat toutes les membranes mitochondriales, donc internes comme externes, ça représenterait une surface 17 fois plus importante que celle de la membrane plasmique. Une particularité aussi de cette membrane interne mitochondriale, c'est que, donc en plus de former des invaginations, elle possède des lipides spécifiques, notamment la cardiolipine, et ça participe à rendre cette membrane très très imperméable, notamment aux ions. Et on verra l'intérêt d'avoir une membrane très peu perméable. La membrane interne possède également, et c'est représenté sous la forme de petits points bleus sur le schéma de gauche, de nombreux complexes protéiques permettant le transport des électrons, et c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, avec notamment l'ATP synthase. Donc c'est ce que vous voyez qui est appelé ici complexe F0-F1. Finalement, la richesse en protéines de cette membrane interne est telle qu'on estime que les protéines représentent près de 76% de la masse totale de la membrane interne. Grâce à des expériences de fractionnement et de purification, on a pu déterminer la composition précise en protéines, en ADN et en phospholipides dans les mitochondries. Et on a pu déterminer qu'elles possèdent plus de 1500 protéines différentes, ce qui est quand même un chiffre très important. Cependant, parmi toutes ces protéines, très peu chez l'homme, à peu près 13, sont codées par le génome mitochondrial. Toutes les autres protéines sont codées par des gènes nucléaires. Donc les mitochondries concèdent en particulier toutes les enzymes impliquées dans le métabolisme,
Donc pour ne citer qu'elle, la pyruvate déshydrogénase, qui est une étape cruciale qui fait le lien entre la glycolyse et le cycle de Krebs, bien sûr toutes les enzymes du cycle de Krebs, avec ses nombreuses étapes, hein, et les enzymes de l'oxydation des acides gras, des acides aminés, et puis bien sûr tout ce qui est chaîne respiratoire mitochondriale qu'on va étudier plus en détail dans la suite de ce cours. Passons à présent à la structure des chloroplastes. Les chloroplastes sont principalement retrouvés au niveau des cellules constituant les feuilles. Ils ont une forme allongée avec un diamètre de 5 micromètres et une largeur qui est voisine de 2,5 micromètres. Ils sont aussi très riches en protéines, on estime qu'ils en contiennent près de 3000. Et comme pour les mitochondries, la majorité de ces protéines est codée par des gènes du noyau et fabriquée dans le cytosol puis importée dans le chloroplaste. Comme les mitochondries aussi, ils sont délimités par 2 membranes. Cependant, aucune de ces 2 membranes les plus externes ne participe à la photosynthèse. La particularité des chloroplastes, qui les distingue vraiment des mitochondries, c'est la présence d'une 3e membrane, ce qu'on va appeler la membrane des thylakoïdes. Les thylakoïdes, c'est ces espèces de petits disques aplatis que vous voyez représentés ici sur le schéma du milieu, et qui sont regroupés sous la forme de petites piles de disques aplatis qu'on appelle des grana, granum au singulier. Il existe également des ponts entre certains thylakoïdes, et c'est finalement au niveau de cette membrane des thylakoïdes que va se dérouler la photosynthèse. Donc cette membrane est très riche en protéines intrinsèques membranaires, notamment celles qui sont liées à des pigments ou des groupements prostétiques qui permettent de se faire passer les électrons, de faire des transferts d'électrons. Voilà pour la structure des chloroplastes. Voilà, nous allons commencer le grand 2 qui va nous occuper pendant tout le reste de ce cours. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les chaînes de transport d'électrons et aussi les pompes à protons, tout ce qui se situe dans la mitochondrie et qui permet la production d'énergie. La plus grande partie de l'énergie qui est libérée par l'oxydation du glucose ou des acides gras est convertie sous la forme de petites molécules qui sont riches en énergie et qu'on appelle des coenzymes réduits. En l'occurrence, il s'agit du NADH et du FADH2. Ce sont des petites molécules qui sont capables d'accepter des électrons, donc dans ce cas-là on va parler de réduction, ou de libérer des électrons. Dans ce cas-là on parlera d'oxydation. Et ils sont capables de le faire de manière réversible autant de fois que nécessaire. Ils sont également capables de diffuser dans la cellule, donc ils peuvent entrer et sortir librement de la mitochondrie, et donc ils jouent le rôle de transporteur d'électrons. Les nutriments provenant de notre alimentation vont subir tout un tas de réactions métaboliques. Donc, par exemple, les glucides commencent par la glycolyse, les acides gras commencent par la bêta-oxydation, et au cours de ces voies métaboliques, il y aura production de coenzymes réduits. Ces coenzymes réduits vont alors pénétrer dans la mitochondrie, transférer leurs électrons, pour qu'ils soient combinés à l'oxygène au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc c'est ce que vous voyez schématisé ici. La partie haute, c'est finalement comment est-ce qu'on va régénérer nos coenzymes réduits. Eh bien, ils vont céder leurs électrons, et c'est l'O2 qui accepte ces électrons pour être transformés en H2O. Et ces processus-là sont couplés, on verra comment, à la synthèse d'ATP. L'ensemble de ces mécanismes s'appelle la phosphorylation oxydative. Donc nous allons commencer avec une vue d'ensemble de la chaîne de transport des électrons. Les coenzymes réduits, NADH et FADH2, entre guillemets, contiennent des électrons qui ont été récupérés lors des réactions précédentes. La glycolyse, le cycle de Krebs, etc. Donc c'est ce que vous voyez ici sur le schéma tout en haut. Glycolyse, oxydation du pyruvate, cycle de Krebs, pour en arriver finalement à la phosphorylation oxydative. Le job de ces coenzymes réduits va être alors de transférer ces électrons à des transporteurs au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. La membrane qui est représentée ici, c'est bien la membrane imperméable dont je vous avais parlé tout à l'heure et non pas la membrane externe qui délimite la mitochondrie du cytoplasme. Les électrons vont alors passer de complexe en complexe. Vous voyez qu'il y a 4 complexes, 1, 2, 3 et 4, et enfin l'ATP synthase tout en dernier. Le but de cette chaîne de transfert d'électrons, comme vous le voyez ici, c'est de permettre le passage de protons H+, représentés par des boules grises, de la matrice mitochondriale, donc de l'intérieur de la mitochondrie, jusqu'à ce qu'on appelle l'espace intermembranaire, donc la zone entre la membrane interne et la membrane externe de la mitochondrie. Cette réaction permet de former de l'eau, puisque l'oxygène accepte les électrons libérés par ces coenzymes réduits. En plus des 4 gros complexes protéiques qui sont enchâssés dans la membrane, il y a 2 petits transporteurs qui font la navette entre les différents complexes, et d'autres on parlera tout à l'heure, le coenzyme Q et le cytochrome C. Enfin, en bout de chaîne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir l'ATP synthase qui exploite cette accumulation de protons qui a eu lieu grâce au transfert d'électrons dans les 4 complexes,
Donc ce gradient de protons sera dissipé grâce à l'ATP synthase, et l'énergie libérée par la dissipation du gradient de protons permet de synthétiser des molécules d'ATP à partir d'ADP plus PI. Nous allons donc pouvoir rentrer un peu dans le détail. Dans cette deuxième partie, nous allons parler un petit peu plus de chiffres. En effet, je vous ai dit que l'oxydation du NADH et du FADH2 allait permettre de libérer de l'énergie. Mais concrètement, combien d'énergie? Les électrons sont portés par le NADH et le FADH2 et libérés, transférés sur l'oxygène. Vous avez ici les deux équations bilan de l'oxydation du NADH et du FADH2. On remarque que dans les deux cas, il s'agit de réactions qui ont un delta G0' qui est inférieur à 0. Donc il s'agit de réactions qui libèrent de l'énergie. On sait qu'une molécule de glucose qui passe par les voies métaboliques que sont la glycolyse puis le cycle de Krebs permet de produire, de libérer 10 molécules de NADH et 2 molécules de FADH2. Donc on peut faire un calcul, 10 fois 52,6 plus 2 fois 43,4, ça nous fait un total de 613 kcal par mol. Donc, toute cette énergie disponible, en fait une partie de cette énergie disponible, parce que les réactions biochimiques sont rarement avec un rendement de 100%, va être disponible pour permettre la synthèse d'ATP. Or, tout à l'heure je vous avais cité la valeur en kilojoules par mol, mais pour synthétiser une molécule d'ATP, il faut donc 30,5 kJ par mol, ce qui équivaut à 7,3 kcal par mol. Donc vous voyez que l'énergie libérée par l'oxydation du NADH et du FADH2 permet de libérer une grande quantité d'énergie qui sera mise à disposition pour synthétiser plusieurs dizaines de molécules d'ATP. Même s'il faut garder en mémoire que les rendements ne sont pas de 100%. Un point que j'aimerais explorer avec vous assez rapidement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a deux coenzymes différents? Pourquoi est-ce que tout ne se fait pas grâce à du NADH ou tout se fait grâce à du FADH2? Et bien, en fait, il y a un grand nombre de réactions impliquées dans les voies métaboliques d'oxydation du glucose qui sont assez énergétiques pour réduire le NAD+, mais il y en a quand même certaines qui ne sont pas assez énergétiques, qui ne libèrent pas assez d'énergie, donc elles n'arrivent pas à transférer leurs électrons sur NAD+. Le FADH2, lui, accepte plus facilement des électrons, ça demande moins d'énergie. C'est pour ça que le FADH2 vient en secours, entre guillemets, de ces réactions qui libèrent moins d'énergie. Finalement, le défi pour la mitochondrie, c'est de transformer, de convertir l'énergie d'oxydation de ces coenzymes pour permettre la synthèse d'ATP, puisqu'on sait qu'il y a un gros pool d'énergie disponible, mais il faut que ce soit rendu utile pour la synthèse d'ATP. Et on va voir que cela passe par l'utilisation de ce qu'on va appeler la force proton-motrice, sans quoi toute cette énergie disponible serait gaspillée sous forme de chaleur. Dans cette troisième sous-partie, nous allons explorer le fonctionnement des complexes de transport des électrons, qui ont aussi pour rôle de transférer des protons dans l'espace intermembranaire. Donc je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, lorsque les protons sont transférés du NADH et du FADH2 vers l'oxygène, il va y avoir pompage de protons à travers la membrane interne vers l'espace intermembranaire. Donc puisqu'il y a accumulation de protons H+, il va y avoir également une diminution du pH au niveau de cet espace intermembranaire. Donc l'énergie libérée par l'oxydation du NADH et du FADH2 peut être, entre guillemets, considérée comme étant stockée sous la forme d'un gradient de concentration de protons et d'un gradient électrique transmembranaire. Et c'est ce qu'on va appeler la force proton-motrice. Comment est-ce qu'on a mis en évidence ce rôle de la chaîne respiratoire et cette accumulation de protons dans l'espace intermembranaire? Eh bien, on a récupéré des mitochondries intactes, isolées, on les a placées en suspension dans un milieu qui contenait de l'oxygène, ainsi que du NADH. Et puis on a utilisé un petit pH mètre pour mesurer l'évolution du pH, donc l'évolution de la concentration en ion H+. Et on a remarqué que lorsqu'il y a ajout d'oxygène, donc à la flèche bleue, le pH autour des mitochondries devient de plus en plus acide. Et donc ça nous permet de comprendre qu'il y a une augmentation de la concentration en ion H+, autour de la mitochondrie. Alors pourquoi on les retrouve autour de la mitochondrie? Si je vous ai dit depuis tout à l'heure que les protons sont stockés dans l'espace intermembranaire, et bien je vous ai dit aussi tout à l'heure que la membrane externe mitochondriale était très perméable aux protons, donc les protons ne restent pas intégralement dans l'espace intermembranaire, il y en a quand même une certaine quantité qui diffuse hors de la mitochondrie. On remarque également sur ce graphique que lorsque tout l'O2 a été consommé, le pH revient doucement à la normale. Et donc finalement, grâce à des calculs savants, on a pu estimer que pour chaque paire d'électrons transportés, il y a environ 10 protons qui sont transférés de la matrice mitochondriale jusque dans l'espace intermembranaire. Donc il y a un certain nombre de complexes multiprotéiques qui constituent ce qu'on appelle la chaîne respiratoire et qui sont enchâssés au niveau de la membrane interne mitochondriale et qui permettent le passage des électrons de proche en proche. On a en tout 4 complexes. J'attire votre attention sur le fait que sur ce schéma,
il y a deux parties. Il y a la partie qui concerne le NADH, c'est la partie gauche, et il y a la partie qui concerne le FADH2. Et en fait, sur mes deux schémas, vous voyez qu'il y a un complexe qu'on retrouve à chaque fois, c'est le complexe numéro 3. On le retrouve au milieu à partir du NADH, et on le retrouve ici à partir du FADH2. Donc en fait, complexe 3 et complexe 4 sont communs, mais c'est les complexes 1 et 2 qui diffèrent. En effet, les électrons portés par le NAD+, seront cédés au niveau du complexe 1, alors que les électrons portés par le FADH2 seront cédés au niveau du complexe 2. Mais ensuite, tous les électrons se retrouvent au niveau du complexe 3, puis passent au complexe 4. Donc concrètement, ces quatre gros complexes, ils se ressemblent par un point, c'est qu'ils possèdent tous des molécules susceptibles d'accueillir temporairement des électrons. Ces molécules, ça peut être des groupements M, comme dans l'hémoglobine notamment, des cytochromes ou encore des groupements fer-soufre. Je ne rentrerai pas dans le détail de la biochimie pure et dure de ces groupements parce que c'est quand même assez complexe et puis surtout c'est pas au programme du BTS. Le complexe 1 est appelé le NADH coenzyme Q réductase. Il renferme près de 40 sous-unités et chez les eucaryotes, ce complexe fait près de 1 million de Dalton. Il a une forme de L inversée et son extrémité émerge de la membrane au niveau de la matrice mitochondriale. Son rôle est d'accepter les électrons issus du NADH, qu'il fait alors passer à un autre cofacteur, la FMN, puis à 7 groupements fer-soufre successifs, jusqu'au coenzyme Q. Donc vous voyez, les électrons arrivent du NADH, ils transitent par plein de choses, et puis ils sont réceptionnés par le coenzyme Q. Parallèlement à ça, il va y avoir transfert de 4 protons qui sont prélevés dans la matrice mitochondriale et qui sont envoyés dans l'espace intermembranaire. Juste à côté, on va trouver le complexe 2. Et même si ça serait logique, le complexe 2 n'est pas la continuité du complexe 1. En effet, lui, donc il s'appelle la succinate coenzyme Q réductase, lui, son rôle, c'est d'accueillir les électrons libérés par le FADH2. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'appelle pas FADH2 coenzyme Q réductase, ce qui serait aussi logique. Il s'appelle succinate coenzyme Q réductase parce qu'il est associé au cycle de Krebs et que le succinate est un des métabolites intermédiaires du cycle de Krebs. Donc il a un rôle dans la chaîne respiratoire mitochondriale, mais aussi dans le cycle de Krebs. Toujours est-il qu'il accueille des électrons libérés par le FADH2, il les transfère par plein de groupements fer-soufre, et puis ces électrons sont récupérés, comme pour le complexe 1, par le coenzyme Q. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le FADH2 avait moins d'énergie en son sein, et donc logiquement, le transfert des électrons issus du FADH2 libère aussi moins d'énergie, et en fait ce complexe-là ne permet pas de transférer, il n'y a pas assez d'énergie libérée pour permettre le transfert de protons dans l'espace intermembranaire. Donc c'est le seul complexe qui ne contribue pas à l'établissement de la force protomotrice. Donc complexe 1, on a les électrons qui arrivent du NADH. Complexe 2, on a les électrons qui arrivent du FADH2. Et finalement, tout se rejoint au niveau du complexe 3 qui est appelé le coenzyme QH2 cytochrome C réductase. Donc, je vous ai dit, quand on quitte le complexe 1 et quand on quitte le complexe 2, on le quitte par le coenzyme Q. Donc, le coenzyme Q, il quitte complexe 1 et complexe 2 et il arrive au niveau du complexe 3. Ce complexe 3, il reçoit les électrons 2 par 2 par le coenzyme Q et il permet le passage de 2 protons dans l'espace intermembranaire. Il possède aussi un groupement fer-soufre et plusieurs cytochromes de type B qui se font passer les électrons de proche en proche. Et si vous avez envie de poursuivre vos études en biochimie, vous étudierez ça. C'est un système assez complexe qu'on appelle le cycle des quinones. Donc retenez, le coenzyme Q arrive au niveau du complexe 3, cède les électrons 2 par 2. Il y a passage de 2 protons dans l'espace intermembranaire et les électrons sont transférés sur le cytochrome C. Le cytochrome C va alors transiter dans la membrane pour arriver jusqu'au complexe 4. Le complexe 4 est donc logiquement appelé la cytochrome C oxydase. Il est formé d'à peu près 13 sous-unités et les électrons arrivent en dernier au niveau de ce complexe. Ce complexe a comme propriété d'être capable de catalyser la réduction de l'O2 en H2O. Donc finalement, c'est lui qui accueille les électrons et qui les transfère sur l'oxygène. On dit que l'oxygène, c'est l'accepteur terminal d'électrons et permet la formation de la molécule d'eau. Il est primordial que ce complexe 4 fonctionne bien parce que il libère ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène ou des radicaux libres. Et ces radicaux libres sont des molécules hautement réactives qui pourraient apporter des dommages à différents composants cellulaires. Donc il faut vraiment que la réaction du complexe 4 se retrouve circonscrite en son sein sous peine de dommages cellulaires. Dernier point sur ce complexe 4,
il a aussi pour rôle de transférer 4 protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc je vous ai dit tout à l'heure, vraiment retenez bien ces 4 complexes, et puis les 2 transporteurs d'électrons, d'abord le coenzyme Q, puis le cytochrome C, donc coenzyme Q qui navigue entre le complexe 1, le complexe 2 et le complexe 3, et puis le cytochrome C qui navigue entre le complexe 3 et le complexe 4. Donc finalement, globalement, grâce à tous ces transferts d'électrons, on a accumulé une grande quantité de protons au niveau de l'espace intermembranaire. On va faire un petit point de chimie. Pour comprendre pourquoi est-ce que les électrons sont transférés spontanément dans la chaîne respiratoire, il est important de comprendre que cette chaîne de transport d'électrons, c'est ni plus ni moins qu'une suite de réactions et d'oxydation successives. Donc une réaction d'oxydoréduction pour un couple, ça s'écrit sous cette forme-là. Une molécule oxydée accepte un électron et devient une molécule réduite. Donc ça, c'est une réaction de réduction. Chaque couple d'oxydoréduction, donc une molécule oxydée avec sa molécule réduite équivalente, possède ce qu'on appelle un potentiel standard d'oxydation, qu'on note E0'. Et ce potentiel standard d'oxydation, il reflète la force de l'oxydant. Si cette valeur de E est élevée, ça veut dire que l'oxydant est très fort. Si cette valeur de E est basse, ça veut dire que c'est le réducteur du couple qui est très fort. Alors, un petit moyen pour se rappeler de qui est le réducteur et qui est l'oxydant, on dit que l'oxydant, il est méchant, donc il prend des électrons, alors que le réducteur, il a un grand cœur et il accepte des électrons. Bon, j'espère que vous pourrez ainsi garder en mémoire qui fait quoi dans les réactions d'oxydoréduction. Peut-être que vous connaissez déjà ce moyen mnémotechnique d'ailleurs. Donc, on sait qu'on a plein de couples redox qui existent, mais une réaction d'oxydoréduction, c'est la réaction de 2 couples redox l'un avec l'autre. Donc on a le réducteur du couple 1 qui va réagir avec l'oxydant du couple 2, et ça va donner l'oxydant du couple 1 avec le réducteur du couple 2. Mais comment savoir qui joue le rôle d'oxydant et qui joue le rôle de réducteur au début de la réaction? Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la loi du gamma. On va tracer un axe vertical vers le haut avec les potentiels standards d'oxydation des 2 couples sur cet axe. On met les oxydants à droite de l'axe et on met les réducteurs à gauche. On peut alors tracer un gamma et donc on saura que la réaction se déroule spontanément dans le sens du gamma. Donc là on voit que le potentiel standard du couple O2H2O est plus élevé, donc on le met en haut. Le potentiel standard du couple NAD plus NADH est très bas, donc on sait qu'on aura une réaction spontanée entre O2 plus NADH et cela va donner du NAD plus et du H2O. Une autre manière de considérer ces échanges d'électrons est de s'intéresser aux valeurs de delta G0'. On sait qu'une réaction se déroule spontanément, donc de manière exergonique, si le delta G0' est inférieur à 0. Or, dans le cas de la chaîne respiratoire mitochondriale, on peut remarquer qu'à chaque réaction associée à un complexe, on a des valeurs de delta G0' de plus en plus basses. Si vous regardez, on part ici de valeurs, donc on a tracé des valeurs relatives, ce ne sont pas les vraies valeurs, mais sur l'axe de droite ici, vous voyez qu'au niveau du premier complexe, on a 60 kcal par mol, au niveau du troisième complexe, on n'est plus qu'à 30 kcal par mol, et puis au niveau du dernier complexe, on arrive à entre 10 et 0 kcal par mol. Donc c'est comme un escalier, vous mettez une bille en haut d'un escalier, vous donnez un tout petit peu d'énergie, et vous êtes sûr que votre bille va se retrouver en bas de l'escalier, puisque on va descendre dans les valeurs de potentiel standard, de delta G0'. Voilà pour l'aspect un petit peu thermodynamique et complexe de ce transport d'électrons. Et on en arrive au stade final, donc on a vu comment est-ce que les électrons étaient passés de complexe à complexe. Maintenant, on a accumulé notre gradient de protons et on va pouvoir comprendre comment fonctionne l'ATP synthase pour synthétiser des molécules d'ATP. Laissez-moi vous introduire à un scientifique de renom et qui a eu un prix Nobel dans la fin des années 70, c'est Peter Mitchell, qui est le premier à avoir formulé la théorie chimio-osmotique. C'est le premier scientifique à avoir vraiment compris que les mitochondries utilisaient la force protomotrice pour synthétiser de l'ATP, utilisaient ce gradient de protons dans l'espace intermembranaire pour synthétiser de l'ATP. Au début, sa théorie a rencontré beaucoup d'opposition dans la plupart des chercheurs dans ce domaine-là. En effet, la majorité des chercheurs pensaient que la synthèse d'ATP se faisait plutôt par le biais d'une phosphorylation au niveau du substrat, et il a eu beaucoup de difficultés à imposer ses idées. En fait, lui, sa pensée, sa théorie, c'est de dire le gradient de protons qui est créé à travers la membrane va servir de réservoir d'énergie libre qui sera exploité par l'ATP synthase pour synthétiser de l'ATP.
On a d'ailleurs pu montrer que si de manière artificielle on faisait baisser le pH, on acidifiait l'espace intermembranaire, on observait une synthèse d'ATP. Donc on a pu accumuler dans les années 60-70 beaucoup d'arguments en faveur de la théorie chimio-osmotique de Mitchell, et puis finalement ces travaux ont été reconnus comme étant ce qui se passe réellement au niveau de la mitochondrie, et ces travaux ont pu être couronnés par le prix Nobel. Donc maintenant qu'on sait que c'est la théorie chimio-osmotique qui a lieu dans la mitochondrie, nous allons pouvoir explorer le fonctionnement de l'ATP synthase. C'est un gros complexe multiprotéique qui fait près de 500 kDa. Elle est composée de deux parties. La partie FO, plutôt la partie inférieure, et la partie F1, plutôt au-dessus. On pourrait dire, entre guillemets, que c'est un espèce de champignon. Donc la base de ce champignon, entre guillemets, c'est le composant FO, avec un anneau de sous-unité B qui forme un peu un espèce de beignet, un peu un donut, si vous voyez de quoi je parle, dans la membrane interne mitochondriale, avec juste à côté la sous-unité A. La sous-unité A a la particularité de posséder des petits canaux qui permettent le passage des protons. Enfin, dernière protéine appartenant à la sous-unité FO, c'est la partie B qui fait le lien entre la base de l'ATP synthase et sa partie supérieure, donc le haut de la partie F1. Donc la deuxième partie, c'est la partie F1, c'est un gros complexe hydrosoluble qui est constitué de 5 polypeptides différents avec une stoichiométrie assez complexe. Donc on a 3 sous-unités alpha, 3 sous-unités bêta, et puis une sous-unité gamma, une sous-unité delta et une sous-unité epsilon. Toutes ces sous-unités sont fermement accrochées au complexe FO au niveau de la surface de la membrane interne mitochondriale. Vous voyez ici, la surface de l'anneau C vient s'accrocher à la sous-unité gamma. Comme toutes ces sous-unités sont liées, lorsque l'anneau de sous-unité C, ici au niveau de la membrane, tourne, puisque vous voyez qu'il est mobile, cela va entraîner la sous-unité gamma. La partie supérieure de F1 est formée d'un assemblage d'un hexamère avec une alternance de sous-unités alpha et bêta. Les sous-unités alpha et bêta, en particulier la sous-unité bêta, sont capables de fixer l'ADP et un phosphate inorganique, et c'est à ce niveau-là que se trouve la synthèse de l'ATP. Donc globalement, vous pouvez retenir que cette ATP synthase, elle a deux grandes parties, FO et F1, et au-delà de ça, elle a une partie qui est statique, qui ne bouge pas, et puis une partie qui est capable de tourner, c'est la partie C qui entraîne la sous-unité gamma. Donc toute cette partie verte là est capable de tourner. Concrètement, comment ça fonctionne ? Donc je vous ai prévu une petite animation, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la diapositive d'après, et puis vous l'avez dans votre support de cours au moyen d'un QR code que vous pouvez scanner pour aller la regarder à tête reposée. On a vu qu'un grand nombre de protons avaient été accumulés au niveau de l'espace intermembranaire. Ces protons peuvent se lier un à la fois au niveau de l'anneau C. À chaque fois qu'un proton se fixe à cet anneau C, ça entraîne une rotation de l'anneau d'un dixième de tour. Donc le premier proton se fixe, ça tourne d'un dixième de tour, un deuxième proton peut se fixer, etc. Lorsque 10 protons se sont fixés, le premier qui s'était fixé se retrouve au niveau de la sous-unité A, en face d'un canal, et il va pouvoir passer, il va quitter l'anneau C, il va se retrouver dans la matrice mitochondriale. Donc on a un premier proton qui se trouve à avoir franchi la membrane interne mitochondriale et se retrouver dans la matrice. Sauf que, à chaque fois que mon anneau C tourne d'un dixième de tour, il entraîne dans son siège la sous-unité gamma. Et cette sous-unité gamma, elle est en contact avec les sous-unités de la partie supérieure du champignon, les sous-unités alpha et bêta. Je vous ai dit tout à l'heure que, justement, la sous-unité bêta est capable de fixer l'ADP plus PI. À chaque fois que l'anneau C tourne, il entraîne la sous-unité gamma. Et la sous-unité gamma se retrouve alors en contact avec la sous-unité bêta et elle l'active. Cela permet alors la synthèse d'ATP à partir d'ADP plus PI au niveau de cette sous-unité bêta. Une fois que l'ATP a été synthétisé, il est libéré. Le site de la sous-unité bêta se retrouve libre, peut fixer un nouveau couple ADP plus PI, et l'anneau C va continuer à tourner, et ça permet donc la synthèse d'une nouvelle molécule d'ATP, et le cycle peut se perpétuer. Bon là, tel que je vous le décris, ça paraît pas très impressionnant, mais en réalité, quand on se pense sur les chiffres, ça l'est beaucoup plus, puisqu'on se rend compte que l'ATP synthase est capable de former plus de 100 molécules d'ATP par seconde. Ce qui est extrêmement rapide, c'est vraiment un mini-moteur moléculaire perfectionné, bien mieux que ce que les ingénieurs seraient capables de concevoir. En faisant plein de savants calculs, on pourrait déterminer que la synthèse d'une molécule d'ATP à partir d'ADP plus PI nécessite le passage d'au moins 2 protons.
Mais bon, en réalité, l'ATP synthèse fonctionne de manière continue, donc c'est difficile de dire que 2 protons permettent de synthétiser une molécule d'ATP. Tout se fait de manière très fluide. ATP Je vous synthase mets is a donc la molecular diapositive avec le machine QR code, that works sachant like a que vous l'avez turbine dans to votre convert the support de energy cours. stored in a proton Et cela gradient vous emmènera into sur une chemical vidéo YouTube energy qui stored in the présente bond le energy mécanisme of de fonctionnement de ATP. cette ATP synthase de manière un petit peu plus illustrée et donc plus didactique. Sur ce, The flow of protons down their electrochemical gradient drives a rotor that lies in the membrane. It is thought that protons flow through an entry open to one side of the membrane and bind to rotor subunits. Only protonated subunits can then rotate into the membrane, away from the static channel assembly. Once the protonated subunits have completed an almost full circle and have returned to the static subunits, an exit channel allows them to leave to the other side of the membrane. In this way, the energy stored in the proton gradient is converted into mechanical rotational energy. The rotational energy is transmitted via a shaft attached to the rotor that penetrates deep into the center of the characteristic lollipop head, the F1 ATPase, which catalyzes the formation of ATP. The F1 ATPase portion of ATP synthase has been crystallized. Its molecular structure shows that the position of the central shaft influences the conformation and arrangement of the surrounding subunits. It is these changes that drive the synthesis of ATP from ADP. In this animated model, different conformational states are lined up as a temporal sequence as they would occur during rotation of the central shaft. Like any enzyme, ATP synthase can work in either direction. If the concentration of ATP is high and the proton gradient low, ATP synthase will run in reverse, hydrolyzing ATP as it pumps protons across the membrane. To show the rotation of the central shaft, a short fluorescent actin filament was experimentally attached to it. Single filaments attached to single F1 ATPases can be visualized in the microscope. When ATP is added, the filament starts spinning, directly demonstrating the mechanical properties of this remarkable molecular machine. je vous dis à lundi prochain pour la deuxième partie de ce chapitre 9 où nous étudierons la photosynthèse. Je vous souhaite bon courage et je reste bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Au revoir.